organisé, organisé par les fédérations addiction et services francophones suisses, françaises, luxembourgeoises et belges. Un webinaire qui est enregistré et qui sera diffusé via un lien YouTube, via un mail que vous recevrez, mais également via les newsletters et les sites des fédérations qui participent à l'organisation de ce moment de partage. Pour aborder le thème Un mois sans alcool, quel rôle pour les médecins généralistes, nous accueillons Louis-Ferdinand Lespine, qui est chercheur en psychologie et addictologie, Pascal Gache, médecin alcoologue, formateur à l'entretien motivationnel, Xavier Aknin, médecin généraliste et animateur de médecin généraliste addiction, et Manon Dub, qui est médecin généraliste spécialisé en alcoolologie à Bruxelles. Pendant les interventions, vous laissez vos micros fermés et vous pourrez utiliser le chat pour poser vos questions. Manon les abordera avec vous au cours de l'échange prévu après la dernière intervention. Toutefois, une petite exception pour les questions qui s'adressent à Pascal Gache. Ce dernier devant nous quitter plus tôt, nous prendrons un temps juste après sa prise de parole. Donc, vous pouvez aller dans le chat au moment de l'intervention de Pascal Gache et on prendra les questions juste après. Une évaluation de ce webinaire vous sera transmise par mail, ainsi qu'une liste des ressources disponibles par pays. Pour rappel, les intervenants et intervenantes gardent leur présentation sur leur ordinateur et ils partagent directement depuis leur écran. Du coup, Pauline est à la manœuvre pour le suivi des aspects techniques et Célestine sera la gardienne du temps. Commençons sans plus attendre avec notre premier orateur. Louis-Ferdinand Lespine est français. Il est chercheur en psychologie et addictologie et nous présente un état des lieux de la situation actuelle, prévalence et étude Janover, une pause alcool, quel intérêt? Alors, bonjour à toutes et à tous, je partage mon écran. Est-ce que vous voyez la diapositive? Oui. Oui. Ok, Oui, super. oui. Eh bien, écoutez, compte tenu du temps imparti, je vais rentrer directement dans le vif du sujet, donc en vous présentant ce projet de recherche Janover, qui a donc porté sur l'édition 2024 du Dry January en France. En fait, ce projet, il est composé de deux études. Une enquête en population générale, dont l'objectif était d'estimer la prévalence de participation en population française et d'explorer le profil des participants. Et puis une seconde étude, qui est une étude de cohorte, autrement dit une étude de suivi, et qui consiste bien précisément à suivre des participants dans le temps avec des enquêtes de suivi, et ici d'explorer les bénéfices éventuels et les changements comportementaux associés à la participation, et notamment en matière de consommation d'alcool. Alors pour les résultats principaux de l'enquête en population générale, donc, qui a été réalisée auprès d'un échantillon de 5000 personnes, représentatif de la population française, on a parmi ce panel 82% qui avaient déclaré consommer de l'alcool au cours de l'année écoulée, donc ce qu'on a appelé ici les consommateurs d'alcool. Parmi ces consommateurs, 61% ont déclaré connaître une campagne intitulée Dry January. Et parmi ces consommateurs d'alcool connaissant l'existence de la campagne, 20% ont déclaré participer. Ce qui est un chiffre en augmentation si on compare aux chiffres de Santé publique France qui avait estimé la participation en 2020 et en 2021 à 8 et 9%. Alors, il est intéressant de constater que les jeunes adultes sont les plus enclins à participer à la campagne. Vous voyez qu'on a une relation inverse quasiment linéaire avec l'âge. Et il est tout aussi intéressant de constater une absence de différence entre les hommes et les femmes, ainsi qu'une absence de différence selon la catégorie socio-professionnelle qui a ici été grossièrement dichotomisée en deux catégories, les CSP+, et les autres, et puis une absence de différence notable au niveau régional, l'abréviation IDF ici étant la région Île-de-France. Alors on observe un profil émergent chez les participants. C'est intéressant notamment de constater que les participants sont plus enclins à se juger comme consommateurs excessifs.
Ils sont aussi plus enclins à être particulièrement préoccupés par les effets de l'alcool sur leur santé. Et ils sont également plus enclins, par rapport aux non-participants, à être préoccupés par le contrôle, ou on peut dire ici le manque de contrôle sur leur consommation. Alors, est-ce que ça se traduit par des consommations d'alcool, des niveaux de consommation d'alcool différents? Alors ici, j'aimerais simplement très brièvement vous parler d'un questionnaire important qui a été utilisé dans le cadre de ce projet qui est l'audit, que vous connaissez certainement, qui est un questionnaire développé par l'OMS et qui comprend 10 questions, 10 items. Chaque item est noté de 0 à 4 points selon la fréquence ou la gravité, avec un score total. Dans l'interprétation classique, même si cela peut légèrement différer selon les études de validation, mais ici on a traditionnellement un usage à risque pour des scores situés entre 8 et 15, et on parle d'usage nocif avec des scores supérieurs à 15. En tout cas, c'est la classification qui a été utilisée ici. Et vous avez la version courte qui est utilisée plutôt dans les études de suivi, qui est spécifiquement focalisée sur la consommation en tant que telle, avec des scores ici variant de 0 à 12. Alors, des scores audits chez les participants en comparaison à des non-participants? Eh bien, vous voyez qu'on a des profils à risque surreprésentés parmi les participants, et c'est notamment le cas de la catégorie la plus sévère, entre guillemets, ici, c'est-à-dire l'usage nocif, puisqu'on est à 7% chez des non-participants et qui monte jusqu'à 19% chez des participants, et ce, indépendamment des critères des variables sociodémographiques. Donc, en résumé, indépendamment des variables sociodémographiques, on constate que les participants de Dry January se caractérisent par des scores audits plus élevés. Ils sont plus enclins à juger leur consommation comme étant excessive. Ils sont plus préoccupés par le manque de contrôle sur leur consommation et avec des préoccupations liées à la santé plus marquées. Et on peut comprendre que dans ce contexte, eh bien, le Dry January apparaisse comme une opportunité de faire le point, de reprendre le contrôle sur ses habitudes de consommation et d'améliorer sa santé. Voilà, si ça vous intéresse, il y a un article en libre accès qui reprend tous les résultats de cette étude publiée l'année dernière. Je passe à l'étude de cohorte. Donc ici, dans cette étude, les participants étaient recrutés en ligne via des annonces sur le site web de la campagne française, sur les réseaux sociaux, et envoyés directement par courriel aux personnes inscrites à la newsletter. Alors pour participer à l'étude, les participants devaient évidemment avoir l'intention ou décider de participer au Dry January 2024, être majeurs et résider en France. Alors dans une première série d'analyses, on s'est intéressé d'une part aux déterminants du succès, même si c'est une notion discutable, autrement dit le fait d'aller au bout du défi, de ne pas consommer d'alcool au mois de janvier, et puis les effets à court terme. Donc on a 4836 personnes qui ont répondu à la première enquête, dont 2123 ont répondu à l'enquête à un mois. Donc on a un taux d'attrition relativement élevé. Donc on a affaire ici à un biais de non-réponse. Notamment, on se rend compte ici que les personnes qui ont répondu à l'enquête à un mois sont plus susceptibles d'avoir déjà participé, d'être en couple, d'avoir un diplôme universitaire, et ils sont plus susceptibles d'avoir un objectif d'abstinence. À l'inverse, on observe que les fumeurs ont eu tendance à ne pas répondre à cette enquête à un mois. Et juste pour vous dire très rapidement que ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est une correction statistique. On apporte un poids statistique plus important aux personnes qui présentent des caractéristiques associées au fait de ne pas répondre. En l'occurrence, par exemple ici, les fumeurs qui ont répondu à l'enquête à un mois vont avoir un poids statistique plus important dans leurs données. Alors, sur ces 2123 personnes, 57% ont déclaré ne pas avoir consommé d'alcool au mois de janvier, ce qui est assez cohérent avec ce qu'on retrouve dans la littérature internationale. Là, il faut peut-être dissocier les participants selon leur objectif initial. Parmi les personnes qui avaient véritablement un objectif d'abstinence, 62% ont déclaré ne pas avoir consommé d'alcool. Et c'est intéressant de constater que même chez les personnes qui avaient un objectif de réduction initiale, 33% in fine a déclaré ne pas avoir consommé d'alcool au mois de janvier. Alors sur les déterminants, les facteurs associés au fait de ne pas avoir consommé d'alcool au mois de janvier, ici je vais vous présenter uniquement les résultats concernant les personnes qui avaient vraiment un objectif d'abstinence. On remarque que les personnes inscrites à la newsletter ont plus de chances de rester abstinents au cours du mois de janvier, que les personnes qui ont déjà une expérience, qui ont déjà participé au Dry January aussi augmentent leurs chances de succès.
Parmi les personnes inscrites à la newsletter, les gens qui déclarent avoir consulté de manière régulière ou systématique les emails de soutien ont plus de chances d'être restés abstinents. Et enfin, c'est intéressant de constater que les personnes qui au départ se sentent plus confiantes pour résister à l'alcool dans des contextes sociaux ont elles aussi plus de chances d'être restées abstinentes durant le mois de janvier. Et à l'inverse, le tabagisme est un facteur de vulnérabilité. Les fumeurs sont moins enclins à rester abstinents durant ce mois de janvier. Alors, en termes d'effets à court terme, ici, je vous parle d'une échelle importante qui évalue la confiance en sa capacité à refuser de consommer dans différentes situations, dans des situations sociales, quand l'opportunité se présente, ou alors dans des situations émotionnelles pour faire face à des émotions négatives. Et on remarque que les scores obtenus à ces trois échelles augmentent post-challenge. Et c'est intéressant de constater que l'effet est un peu plus marqué chez les personnes qu'on a appelées ici les compléteurs, c'est-à-dire les personnes qui déclarent ne pas avoir consommé d'alcool en comparaison aux personnes qui ont consommé de l'alcool au mois de janvier. Même si ces personnes voient leur score significativement augmenter après le défi. On a des résultats comparables pour ce qui est des scores de santé mentale. Vous voyez une augmentation du bien-être mental après le Dry January, avec là aussi des effets plus marqués chez les personnes qui n'ont pas consommé d'alcool au mois de janvier. Et on a un pattern similaire pour ce qui est de la qualité du sommeil. Ici, vous avez la proportion des individus jugeant leur qualité de sommeil comme très mauvaise, plutôt bonne ou très bonne. Vous voyez que ce pourcentage pour un sommeil jugé plutôt mauvais ou très mauvais diminue et le principe des vases communicants étant ce qu'il est, vous voyez à l'inverse une augmentation du pourcentage des personnes qui, après le défi, déclarent avoir une qualité de sommeil plutôt bonne ou très bonne. Et ce, même chez les personnes ici à droite qui déclarent avoir consommé de l'alcool. Autrement dit, pour ce qui est de la réussite du défi, on soulignera l'importance des ressources, notamment de la newsletter et de la consultation des emails, le rôle de l'expérience, la gestion des contextes sociaux et l'importance du tabagisme. Et puis, les résultats quant aux effets à court terme sont en accord avec ce qu'on peut trouver dans la littérature, à savoir qu'on montre ici que la participation s'accompagne avec une amélioration du bien-être mental et de la qualité du sommeil et d'une confiance accrue en sa capacité à résister ou à refuser de consommer dans des contextes qui amènent généralement les gens à consommer de l'alcool. Alors la question évidemment, c'est de savoir si cela s'est transposé, se traduit par une diminution de la consommation d'alcool. Alors, pour évaluer la consommation d'alcool, ici, on a donc utilisé l'audit C que je vous ai présenté tout à l'heure, le petit questionnaire. On a 1886 personnes qui ont répondu à l'enquête à 9 mois et là, même chose que tout à l'heure, une correction statistique pour analyser ces données. Alors voici le résultat probablement le plus important de cette cohorte, puisque vous voyez qu'on observe une diminution des scores à l'audit C, donc autrement dit une diminution de la consommation d'alcool à 3 mois, malgré un effet rebond entre 3 et 9 mois, mais comme vous pouvez le constater, des niveaux qui restent significativement inférieurs aux niveaux initiaux, c'est-à-dire avant le Dry January. Et c'est intéressant de constater que ce pattern, diminution avec un léger rebond, a déjà été observé dans la tournée minérale belge, avec un article publié récemment en 2025. Alors, dans des analyses supplémentaires, donc là c'est un tableau absolument effrayant qui n'est pas à lire, mais ce que ce tableau nous indique, c'est qu'on observe des profils qui répondent mieux en termes de bénéfices, puisqu'on observe par exemple qu'à 3 mois, on a des réductions d'alcool qui sont plus marquées chez les participants plus âgés, chez les personnes inscrites à la newsletter, chez les nouveaux participants, ce qui est très intéressant, chez ceux qui participent seuls, ce qui à première vue est peut-être un peu contre-intuitif, mais qui peut-être reflète un niveau d'engagement et de motivation peut-être un peu plus marqué, chez les participants qui se reconnaissent comme consommateurs excessifs, chez les consommateurs à risque et chez les participants n'ayant pas consommé au mois de janvier. Et à 9 mois, des réductions plus marquées chez les nouveaux participants, les participants qui se reconnaissent comme consommateurs excessifs et chez les consommateurs à risque, ou encore ceux qui n'ont pas consommé au mois de janvier.
Donc globalement, des résultats cohérents avec ce qu'on peut retrouver dans la littérature internationale. Donc on montre ici en France également que la participation s'accompagne d'une diminution durable de la consommation d'alcool, ici évaluée avec les scores obtenus à l'audit C, avec, on peut le noter, des bénéfices plus marqués chez les consommateurs à risque, ou en tout cas s'identifiant comme tels, ce qui est un résultat très intéressant puisqu'on peut légitimement considérer qu'il s'agit là de la cible privilégiée de ce type de campagne. Encore 2 minutes, Ben, Louis. je suis allé un peu vite, je vais terminer ici, merci. Quel timing, Euh, merci. pour cet état de la situation et qui nous indique qu'effectivement, tout l'intérêt peut être de continuer à se mobiliser autour de cette campagne du mois sans alcool, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse et ailleurs. Euh, on va enchaîner maintenant avec Pascal Gache, qui est médecin alcoologue suisse et formateur à l'entretien motivationnel. Et il est là précisément pour nous parler de cet outil au service, sans doute, de la question de la consommation ou la réduction d'alcool pour les médecins généralistes. On n'entend pas, votre micro n'est pas... Ouais. Je dis merci beaucoup. Je vais partager ma présentation et puis je suis à vous sur le champ. Est-ce que ça va, ça? Excellent. Oui, c'est tout bon. Oui. Voilà, merci beaucoup de m'avoir invité pour ce webinaire table ronde euh, pour mes collègues médecins généralistes. Je suis moi-même de formation de médecine générale. J'ai un peu abandonné le métier il y a longtemps pour faire essentiellement de l'alcoolologie, puis aujourd'hui de la dictologie. J'ai longtemps travaillé aux hôpitaux universitaires de Genève, de Besançon, Genève, et puis aujourd'hui je suis installé en ville à Genève. Et l'autre partie de l'histoire, c'est qu'effectivement, depuis un certain nombre d'années, je, j'essaie de pratiquer l'entretien motivationnel de mon métier, et puis j'anime des formations à l'entretien motivationnel pour toutes sortes de publics et dans toutes sortes d'endroits. Euh, Alors, mon propos va être plutôt un regard général, comme ça, sur l'entretien motivationnel. Et je voulais dire en introduction que l'entretien motivationnel a 40 ans. Et pendant ces 40 ans, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits. Je ne vais pas vous casser la tête avec une revue de la littérature, parce que ce serait tout à fait hors sujet. Mais vous rappelez qu'il y a quand même aujourd'hui répertorié dûment dans un catalogue 2000, plus de 2500 études contrôlées randomisées qui évaluent l'entretien motivationnel dans de très nombreux champs que sont ben, bien sûr les addictions, mais pas que, l'adhésion thérapeutique, les changements de comportement, de l'activité physique, perte de poids, obésité, les choses autour des médicaments, et aussi dans le domaine de l'insertion professionnelle, aussi dans le domaine de la pédagogie, dans le domaine du suivi judiciaire. Enfin voilà, c'est vraiment une approche qui a été largement utilisée et évaluée surtout. Et les résultats sont plutôt intéressants. Je ne vais pas vous vendre quelque chose qui est faux en vous disant que c'est la panacée universelle, mais ça se révèle dans 3 études sur 4 mieux que la comparaison à laquelle on a soumis l'entretien motivationnel. Et puis vous savez ce qu'on fait beaucoup aujourd'hui, des méta-analyses. Eh bien, en général, dans les méta-analyses, on dit que l'effet est léger, moyen ou fort, et l'entretien motivationnel se situe entre léger et moyen. Donc, ce n'est pas une révolution absolue, mais dans le domaine du changement de comportement, notamment, où on est souvent bien pauvre en manière de faire, c'est une façon de faire qui a son intérêt et dont je vais essayer de vous parler quelques minutes. Alors, si on regarde les choses très généralement, on se dira que nos patients, quand ils viennent nous rencontrer, ils ont envie d'être accueillis, écoutés, compris, aidés, encouragés.
Et dans la plupart des cas, c'est ce que nous nous efforçons de faire, d'accueillir dans les bonnes conditions, que les gens soient bien installés, et puis dans des locaux propres à ça, qu'on ouvre nos oreilles pour les écouter. Et là, ben, on sait que c'est pas toujours aussi simple qu'on peut le croire ou l'espérer. Ils aimeraient bien être compris et ben, on verra aussi que si ça semble assez simple de dire nos patients ont besoin d'être compris, dans la vraie vie, ben voilà, on est pris par le temps, par nos représentations de ce que disent nos patients, etc. Voilà. Ils demandent bien sûr à être aidés. J'ai pas mis guéri, hein, j'ai mis que aidés, bah, parce qu'ils ont souvent des problématiques diverses et variées. Et puis aujourd'hui, si j'ai bien compris, il y a une demande qui est assez forte pour être aidé. Il y a une palette thérapeutique qui s'est beaucoup élargie dans des maladies qui, jusqu'à il y a 30 ou 40 ans, avaient peu d'ouverture thérapeutique. Et il y a beaucoup aussi aujourd'hui de maladies chroniques, soit liées à l'âge, soit des maladies chroniques, auto-immunes, cancérologie. Et je pense que vous avez vu, comme moi, le cancer devenir une sorte de maladie chronique, souvent pendant plusieurs années, où les gens sont tenus dans un équilibre un peu précaire, mais voilà, où il y a des années de vie gagnées. Et puis, last not least, nos patients, ils ont vraiment besoin d'être encouragés. Et là, je m'adresse particulièrement aux patients atteints de maladies chroniques. Ils ont vraiment besoin de sentir qu'on les soutient, qu'on est là, qu'on est présent pour, euh, pour les encourager. Voilà. Donc, accueillir, écouter, compris, aider, encourager. Et tout ça, il y a plein de pièges là-dedans, notamment dans l'aide qu'on peut apporter et particulièrement dans l'aide au changement de comportement et aussi aux encouragements. Alors, je voudrais commencer mon propos par une vidéo très courte, 1 minute 46, que peut-être certains ont vue. Elle est sous-titrée. J'espère que le son sera bon. Vous me le direz. Est-ce qu'on entend? On entend, oui, en anglais de loin. Mais il y a le Oui, de toute façon, sous-titrage, c'est parfait. voilà, super, on y va. Oui, alors c'était assez haché. Ce sera peut-être bien que tu nous en donnes encore la synthèse, Pascal. Oui, donc c'est l'histoire d'un couple qui bavarde et on se rend compte que madame a un immense clou sur le front et monsieur veut absolument lui enlever le clou jusqu'à ce qu'elle lui dise c'est pas une question de clou. Alors il lui dit ah bon, vas-y, je t'écoute, un peu agacé. Donc elle lui explique qu'elle a tous ses pulls déchirés, que la vie est difficile, que c'est compliqué. Et là, à ce moment-là, il lui dit, ça doit pas être facile. Et elle se sent comprise pour la première fois depuis le début de cet échange. Alors ils veulent s'embrasser. Au moment évidemment, où ils s'embrassent, le clou refait surface et il lui dit, mais est-ce que tu vas pas finir par enlever ton clou? C'est pour ça que la vidéo s'appelle Ce n'est pas une question de clou. Qu'est-ce que ça nous dit au fond, cette,
cette vidéo, ça nous dit que avec nos patients, tous les clous au milieu de la figure que nous voyons sont pas toujours perçus comme des clous au milieu de la figure par nos patients. Et que cette partie que j'expliquais tout à l'heure de ce sentiment d'être compris, eh bien, si on s'acharne sur le clou dans un premier temps, ben, ça va pas le faire. Ils vont rester comme ça ils vont rester comment, se sentir très incompris par nous-mêmes parce qu'on se sera focalisé sur le clou, alors que ce qu'a dit cette dame, c'est que c'est pas une question de clou. Et puis, on va vouloir réparer les choses, ce qu'on appelle dans le jargon de l'entretien motivationnel le réflexe réparateur. Alors, évidemment, ça semble un peu bizarre parce que tout ce qu'elle décrit comme symptôme, c'est à cause du clou. Donc, rationnellement, elle devrait enlever le clou, mais elle pense que c'est ailleurs. Voilà. Et donc, il y a ce travail à faire d'écoute et de compréhension avant de se lancer sur le clou. Voilà le message que nous envoie cette vidéo, qui nous dit que tout ce qui est évident n'est pas forcément le cœur de la difficulté. Voilà. Alors, si on prend quelques situations de, de médecine générale, on peut, voilà, avoir un classique, quelqu'un qui a un diabète qui ne s'équilibre pas. Alors évidemment, cette personne, elle fait des écarts alimentaires, elle ne fait pas d'activité physique, elle ne contrôle pas ses glycémies, elle éventuellement ne prend pas tout à fait son traitement pour toutes sortes de raisons, ce qui conduit comme ça à un diabète qui n'est pas équilibré. Et en même temps, on leur donne des conseils et on se rend compte que les conseils ne sont pas écoutés. Un peu comme le monsieur disait à cette dame, mais enlève le clou et tu verras que ça ira beaucoup mieux. On pense aussi à des patients qui, de temps en temps, bah, peuvent avoir envie d'arrêter de fumer parce qu'ils font des bronchites à répétition, parce que leur beau-frère a fait un infarctus, voilà. Un certain nombre de jeunes gens, aujourd'hui, il y a une sorte de, quand même, de conscience des écrans, donc ça peut être aussi un thème. Et puis, je mets aussi une patiente qui perd du poids. Il y a beaucoup, beaucoup de situations où bah, il est question de changement et la question est pas très simple à répondre. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que propose l'entretien motivationnel, maintenant que j'ai un peu décrit la situation très largement? Ça propose une conversation particulière, et le mot particulier est important. C'est pas une conversation de tous les jours, autour du changement ayant pour but de renforcer la motivation et l'engagement au changement de votre interlocuteur. La définition est simple. Elle nous dit que aider les gens à changer, ça mérite une conversation particulière. Donc une conversation dans laquelle on va écouter les gens, on va essayer de converser avec eux sans forcément vouloir les convaincre pour qu'ils s'engagent dans le changement qui pourrait leur être utile, si tant est qu'ils le souhaitent le faire, puisque dans ce domaine, l'entretien motivationnel n'a pas de vertu magique à changer des choses que les gens ne voudraient pas changer. Et pour ce faire, vous voyez, il y a ce qu'on appelait les compétences fondamentales pour communiquer. C'est des choses assez simples, mais on se rend compte que dans la vraie vie de tous les jours, c'est pas si simple que ça d'écouter pour comprendre. Je me demande, oui, c'est ça. C'est pas si simple que ça d'écouter pour comprendre. C'est pas si simple de repérer les mots du changement. C'est pas toujours évident de refléter le propos pour montrer qu'on est capable de comprendre le monde de l'autre. C'est pas toujours évident de penser à résumer pour que les gens sachent qu'on suit leurs idées et leur processus de pensée. Et c'est pas toujours évident de poser des questions qui vont aider les gens à réfléchir. Tout ça, ce sont des compétences dont on pense spontanément qu'on les a, et probablement que beaucoup d'entre vous, vous les avez. Et en même temps, on se rend compte, je me rends compte en tout cas dans les formations que je peux animer, que ce sont des compétences qui ont vraiment souvent besoin d'être remis à jour, d'être perfectionnées, d'être encouragées, d'être entraînées pour qu'elles fonctionnent. Et c'est avec ces compétences-là, dans des modalités qui sont peut-être un peu particulières et qui mériteraient plus de développement, qu'on va pratiquer l'entretien motivationnel. Voilà. Par exemple, l'idée qu'on va travailler l'écoute pour comprendre et converser et pas pour convaincre. Et ça, c'est très difficile quand on est un docteur, j'en sais quelque chose, parce qu'on a un certain savoir, on a envie de convaincre les gens qui doivent changer. Et on se rend compte que plus on les convainc, plus souvent ils vont résister à notre
tentatives de conviction, notamment par des oui mais vous savez, docteur, c'est difficile, oui mais vous savez, il faut faire toujours des efforts, oui mais vous savez, moi j'ai aussi beaucoup de soucis en ce moment, mais vous savez, je suis quelqu'un de stressé, enfin voilà. Et donc, ce travail d'écoute pour converser, ben, il ne va pas toujours être facile ni récompensé, et on va certaines fois s'embarquer dans des tentatives de conviction qui ne sont pas très efficaces. On se rend bien compte qu'ils sont pas efficaces, mais on ne sait pas toujours comment faire autrement. Alors on dirait, pour, comme ça, un peu à la louche, c'est écouter pour comprendre, c'est totalement disponible au discours, c'est-à-dire essayer de ne pas se faire manger par ses propres représentations. Et on en a toutes sortes de représentations quand les gens nous parlent. Les fumeurs qui feraient bien d'arrêter, que c'est pas si difficile que ça, les gros qui feraient bien de moins manger, les distraits qui prennent pas leur traitement ou qui sont toujours à la recherche du moindre effet indésirable, il ferait bien de faire un peu, de suivre un peu leur traitement comme tout le monde. Voilà, et ne serait-ce que laisser finir une phrase, par exemple, ça semble très simple, suspendre son jugement, je pourrais redire un mot de ça, mettre ses représentations à distance, voilà. C'est tout ça, écouter pour comprendre, et c'est pas parler de soi, c'est pas forcément donner des conseils, c'est pas forcément essayer de convaincre, c'est pas forcément essayer de changer de sujet. Donc voilà, il y a tout un ensemble de choses qu'on peut faire pour progresser et pouvoir pratiquer l'entretien motivationnel. Encore 2 petites minutes. 2 petites minutes. Alors oui, vous voyez par exemple, j'évoquais tout à l'heure les questions pour faire réfléchir. J'aime beaucoup celle-là. Comment ça va ton régime? Va te faire foutre, connard. Parce qu'elle dit aussi de toutes sortes de questions qu'on pose dont on pourrait certainement se passer. Les questions, voilà, on peut s'interroger sur les questions qu'on pose. Quelle est l'intention de ma question? À quoi sera-t-elle utile? Qu'est-ce que je ferai de la réponse? Qu'est-ce que mon interlocuteur fera de la réponse? Vous voyez, c'est tout ça qu'on va travailler si on veut pratiquer l'entretien motivationnel. Voilà, on peut reformuler, on peut également proposer d'être empathique. Et puis, on va s'intéresser à quelque chose de tout à fait essentiel, qui est le discours changement. Probablement, je terminerai là-dessus. En entretien motivationnel, il faut apprendre à repérer le discours changement du discours maintien. Le discours changement, c'est tout ce que va dire notre interlocuteur en faveur du changement. Le maintien, c'est tout ce qu'il dit en faveur du statu quo. Et pourquoi on s'intéresse à ça? Parce que, je ne sais pas si je l'ai mise, ben, tant pis pour moi. Alors pourquoi on s'intéresse à ça? Parce qu'on a montré de nombreuses fois que plus les gens expriment de discours changement, plus ils vont changer, et plus on les aide à produire du discours changement, plus on est susceptible de les aider à changer. Donc notre travail dans l'entretien motivationnel, c'est de stimuler cette production de discours changement. J'aimerais faire ci, je me sens capable de faire ça, euh, j'ai des bonnes raisons de changer, il y a vraiment, ma santé m'importe beaucoup, je devrais pouvoir être capable de, etc. Voilà. Donc, accueillir ce discours changement et essayer de le faire prospérer, de le faire fructifier pour qu'il y en ait le plus possible. Et s'il y en a le plus possible, alors le désir peut tomber du bon côté et se transformer en action et en changement véritable. Voilà l'idée. Alors que si on encourage les gens à dire toutes les bonnes raisons qu'ils ont de ne pas faire quelque chose, ben on va les tirer en bas. Et en les tirant en bas, on risque évidemment de ne pas favoriser le changement. Voilà. Donc, ce que je pourrais vous encourager à retenir, c'est cette idée d'écouter, d'écouter pour comprendre, en mettant à distance nos propres idées pour vraiment accueillir tout ce que la personne veut et veut nous dire et souhaite nous faire comprendre. Et puis essayer de les aider à eux-mêmes partager le changement autour de ce qu'ils veulent faire, de leur désir, de leur souhait de changer. Voilà, je vais arrêter là-dessus parce que je crois que j'ai mangé mon temps. Merci beaucoup. On a deux questions en tout cas qu'on peut vous poser via le chat. Oui, La première, c'est est-ce qu'il est possible dans la problématique de consommation d'alcool avec notamment favoriser le discours changement dans un contexte où les médecins, d'une part, sont pris par le temps et parfois manquent également de connaissance de la problématique. Ça, c'est la première question avec oui. l'entretien motivationnel. Et la deuxième, elle va plutôt questionner l'entretien motivationnel en se disant, mais est-ce que permettre aux patients de s'entendre pour mieux se comprendre et faire des choix éclairés et de changer ou pas,
Vouloir convaincre, c'est risquer de vouloir choisir à la place de la personne sans tenir compte de ses limites et besoins. Voilà deux questions peut-être qui, en 3 minutes, pourront être abordées. Alors, la première question, c'est est-ce qu'on peut faire l'entretien motivationnel avec la contrainte du temps? Oui. Il y a toute une littérature sur les interventions brèves de quelques minutes. Et puis, euh, le positionnement de l'entretien motivationnel autour de l'alcool, puisque ça fait partie des nombreuses études qui sont disponibles. Et en tout cas, peut-être une ou deux choses qu'on peut dire aux personnes. Si quelqu'un vous dit, ah, j'aimerais bien réduire ma consommation d'alcool, la première question à lui poser, c'est pas ah, comment vous voulez faire, mais pourquoi vous voulez le faire. C'est quoi vos raisons aujourd'hui de vouloir faire ça? Ça fait une question. Et puis, on peut lui demander à comment vous situez l'importance pour vous de faire ça aujourd'hui? Deuxième question. Et puis, troisième, c'est comment vous pensez devoir vous y prendre pour réussir? Trois questions. La raison de changer, l'importance du changement et comment vous voyez les choses, vous. Voilà. Avec ça, on peut passer 5 minutes pour discuter, puis on verra bien ce qu'il dira. Et en fonction de ça, on pourra l'aider à peut-être prendre une décision de réduction. Voilà. Pardon? Dans le chat, s'il vous plaît, ou alors éteignez vos micros. Voilà, je crois que les micros sont éteints. Deuxième question, alors sur les compétences en alcoolologie, alors je ne peux que vous encourager à essayer de vous former. Il y a la Fédération Addiction organise, enfin pas qu'elle d'ailleurs aussi en Belgique et en Suisse, le GREA, organise des formations au programme qui s'appelle Alcochois, qui est un programme intéressant. Alors, ça prend la formation 2 jours, mais après, vous pouvez facilement l'intégrer dans votre pratique de tous les jours. C'est une aide à la réduction de la consommation d'alcool. Et c'est une formation pratico-pratique. Quand vous sortez de la formation, en mesure de, vous êtes en mesure d'utiliser ce qui vous est proposé. Voilà. Et pour en revenir à l'autre question qui était, est-ce qu'on ne risque pas de prendre des choix à la place de l'autre sans tenir Ben, compte de c'est ses limites et c'est ses tout besoins? le travail de l'entretien motivationnel, c'est de faire dire de faire réfléchir, de faire élaborer le changement en limitant nos conseils aux conseils que les gens peuvent nous demander, parce qu'on a une certaine expertise, donc on ne va pas s'en priver, mais on ne va pas tomber dans le yaka, il faut, vous devriez, et plutôt dans cette conversation particulière, stimuler le discours changement, le renforcer et encourager les gens à eux-mêmes inventer leurs propres solutions. C'était la troisième question que je posais, qui était comment vous imaginez devoir vous y prendre pour réussir. Merci beaucoup pour ces réponses. Bon, c'est un peu frustrant. On aurait peut-être envie d'en poser d'autres, mais en tout cas, je pense qu'on aura dans la liste des ressources la possibilité, je pense, Célestine, de donner des informations complémentaires concernant l'entretien motivationnel. Merci beaucoup, Pascal Gache. On passe maintenant avec notre exposé suivant qui nous plonge au cœur du repérage et de l'intervention précoce avec Xavier Aknin, qui est médecin généraliste français et animateur de MG Addiction. Bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir invité pour ce webinaire. Donc là, Pauline a prévu de m'aider pour le faire défiler les diapositives, donc très bien. La présentation que je vais faire, elle s'appuie sur mon expérience de médecin généraliste, en ville à Paris, et également mon expérience de médecin en XAPA, puisque je travaille en XAPA depuis des années. Et puis, je me suis pas mal appuyé aussi sur les écrits du collectif Modus Vivendi, qui est un collectif qui préconise la réduction des risques et qui a en tout cas formalisé et conceptualisé la notion de réduction des risques dans le domaine de l'alcool. Et donc, il y a un certain nombre d'écrits qui m'ont aidé pour pouvoir préparer ces slides. Collectif, en fait, qui est co-animé par Jean Lévy, qui est médecin addictologue dans le nord de la France et qui participe au webinaire. Alors, tout d'abord, pour situer un peu le niveau de l'intervention du généraliste, donc le généraliste a effectivement un rôle à jouer puisque dans le système de soins, il a une place particulière. Donc, c'est un acteur de premier recours
qui est facilement accessible. Il y a des délais de rendez-vous très courts. Il y a des médecins aussi qui consultent sans rendez-vous. Ce sont donc des médecins qui ont une bonne connaissance de la personne, une connaissance globale, parce que ils connaissent souvent sa famille, euh, ils savent le métier, la profession du patient. Le patient parle beaucoup de son travail, de comment ça se passe au travail. Il connaît donc les antécédents médicaux et évidemment donc du patient. Et puis il connaît bien son environnement, donc ses hobbies, son habitus. Donc tout ça c'est très important pour pouvoir travailler ensuite la question du repérage et l'intervention précoce dans le domaine de l'alcool. Le généraliste aussi est disponible. Il a de fait des qualités d'écoute, des qualités habituelles d'écoute qui sont en général appréciées par le patient. Ah oui, non, si tu peux rester juste à la précédente. Euh, de, des qualités aussi d'empathie dans le suivi du patient et du pragmatisme donc par rapport aux maladies chroniques. Donc tous ces atouts font normalement du médecin généraliste un acteur privilégié pour le repérage de la consommation d'alcool et l'intervention précoce, mais ça n'est pas automatique. Donc la suivante, s'il te plaît, Pauline. Donc tout ça, ce sont des atouts à condition quand même d'un certain nombre de choses. Et notamment, tout à l'heure, Pascal Gage parlait des représentations à condition que le médecin généraliste soit d'accord pour déconstruire les représentations stigmatisantes par rapport aux personnes qui ont un usage à risque de l'alcool. Voilà, ces personnes dont on dit souvent qu'elles sont sans volonté, peu fiables, etc. Le médecin généraliste, il a en tête ces représentations. Il faut qu'il puisse les mettre à distance, qu'elles ne parasitent pas son approche et son accompagnement de la personne. Deuxièmement, il faut libérer la parole des patients sur les effets positifs recherchés par la personne en buvant de l'alcool. Bon, on entend souvent la recherche d'effets anxiolytiques, désinhibants, notamment lors des soirées, d'effets dopants, d'effets aussi d'aide pour ne pas penser. Donc tout ça, il faut surtout ne pas chanter cette phase de verbalisation des effets recherchés par le patient, parce que sinon on rate l'essentiel, puisque c'est là, c'est avec ces paroles qu'on comprend en fait le maintien de la personne dans une consommation ou dans un abus de consommation d'alcool. Et puis l'autre chose importante, c'est de d'avoir quand même le sujet de l'alcool en tête en permanence. Et donc même quand le patient vient pour un simple certificat ou une demande de bilan, donc de la même manière que on va parler du tabac, de la sédentarité, de l'alimentation et du sommeil, eh bien c'est important de pouvoir parler de la question de l'alcool. Donc, quand la personne vient pour un certificat pour le sport ou une demande de contraception, y compris quand vous rencontrez un patient qui vous demande, qui demande à ce que vous deveniez son médecin traitant, bien là, dans le questionnement, il faut penser à l'alcool parce que c'est bien de donner la possibilité à la personne, dès le départ, ça m'est arrivé encore il y a quelques jours, lui donner la possibilité de pouvoir parler de la question de l'alcool. Et ça pourra se faire dès le premier entretien, à condition d'avoir une certaine posture. La suivante, Pauline, s'il te plaît, une posture donc non jugeante, une posture bienveillante et empathique qui permettra à la personne de dire des choses par rapport à sa consommation d'alcool. Sinon, si il ne sent pas que le médecin est dans une position d'écoute, de disponibilité, ben, c'est une question qui ne sera pas abordée. Alors, il faut aussi évidemment aborder ce sujet lors de consultations motivées par des problèmes somatiques. Donc, qu'il s'agisse de fatigue, la fatigue c'est un motif de consultation très fréquent en médecine générale, qu'il s'agisse de troubles du sommeil, de problèmes d'hypertension, de tremblements, ou encore d'événements de vie, comme par exemple des conflits conjugaux, des absences au travail ou un retrait de permis de conduire. Tout ça doit amener logiquement le médecin généraliste à aborder la question de consommation d'alcool. Et à partir de là, il faut que le médecin généraliste il puisse quand même rester
avec une vision positive, ne pas dramatiser tout de suite et avoir en tête que le patient qui présente un trouble d'usage de l'alcool, c'est quand même d'abord quelqu'un qui recherche des solutions pour affronter la réalité ou des choses difficiles qui se passent dans sa famille ou dans sa vie, ou à gérer ses émotions. Hein, ça, c'est très important parce que ça permet à être constructif dans la vision du patient et dans l'accompagnement. Donc, je vous disais tout à l'heure, cette attitude de neutralité bienveillante et empathique qui est essentielle pour que la personne puisse se confier sur sa consommation d'alcool, parce que ça va pas de soi de parler de ça. L'alcool, vous le savez, est très marqué par la notion de honte, par tous les préjugés qui sont autour, et donc on n'en parle pas si facilement que ça à son médecin. La suivante. Voilà, donc, et ensuite, une fois que le patient en a parlé, il faut pas se précipiter sur l'envie de vouloir le faire changer. Il faut vraiment prendre le temps de l'évaluation parce qu'il y a des choses qui seront dites aussi à l'entretien suivant. Donc, ne pas aller trop vite, ne pas vouloir trop vite induire un processus de changement, laisser le patient venir, y compris exprimer ses propres freins pour pouvoir construire après quelque chose qui puisse être solide. Il faut évidemment, avant de parler de changement, proposer une sécurisation des consommations. Et là, on est dans une logique de réduction des risques euh, dans le domaine de l'alcool. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure le collectif Modus Vivendi. Donc, on peut proposer, par exemple, aux patients de répartir les consommations dans la journée pour éviter les périodes de suralcoolisation et de sous-alcoolisation qui sont toxiques, on le sait, pour le cerveau. Il faut aussi évidemment informer sur les risques biopsychosociaux. Et moi, je pense que c'est important de parler précocement de la question de la stéatose hépatique. C'était le cas moi, récemment avec un patient qui m'a demandé de venir son médecin traitant. Et ça, il avait fait une échographie et le fait d'avoir un foie gras, ça l'interrogeait et ça a été une motivation pour lui pour changer, pour diminuer sa consommation d'alcool. Et puis, par rapport aux normes d'usage, il faut faire attention parce que là, il faut justement ne pas être trop normatif parce que sinon, on risque de tomber dans le bon usage et le mauvais usage. Donc, ça veut dire que on est dans la stigmatisation et plutôt que de parler uniquement de nombre de verres, etc., c'est important, il me semble, de plus faire parler le patient de la manière de boire de la personne, parce que ça permet de le connaître mieux, de mieux comprendre son rapport à l'alcool, et aussi de mieux comprendre comment se fait l'alcoolisation. Ça me paraît très important, et c'est une étape qui malheureusement est souvent chantée en pratique. La suivante. Et donc, dans le cadre de l'accompagnement, il y a effectivement des objectifs de réduction des risques qui sont importants, qui sont à négocier, parce que je pense que l'approche essentielle du généraliste, elle doit procéder, à mon avis, de la réduction des risques pour pouvoir construire ensuite, en tout cas dans l'intervention précoce, pour pouvoir construire ensuite un processus de changement. Il s'agit évidemment de respecter le choix des patients, parce que le patient peut ne pas être prêt, peut trouver que ce n'est pas le bon moment, et donc c'est lui qui choisit. Il ne s'agit pas de dire qu'il y aurait un bon choix ou un mauvais choix. Le bon choix, c'est celui que le patient euh, va finalement adopter en fonction des informations que vous lui aurez données. Il faut également prendre en compte le rythme, ça c'est très important, le rythme du patient et son cheminement, hein, parce que les choses se font à un certain rythme et donc on pourra observer comme ça la vitesse à laquelle le patient va et si éventuellement à un moment donné il y a des blocages en fonction des événements de vie et surtout s'inscrire dans la durée, hein, donc ne pas paraître trop pressé, mais vraiment se donner le temps parce qu'on sait que il faut du temps pour modifier des habitudes de vie, des habitudes de consommation. Et donc, le généraliste, ça tombe bien parce qu'il a du temps. Il suit le patient sur une période indéterminée et souvent d'ailleurs une partie de sa famille. Et donc, on a le temps avec nous. La suivante. Alors après se pose la question dans un certain nombre de situations d'orienter ou pas un patient vers une structure spécialisée, bon, notamment vers un XAPA. Mais là aussi, il faut vraiment pas se précipiter. Hein, moi, j'ai l'impression que il y a quand même un certain nombre d'orientations qui sont précipitées. Quelquefois, il y a des collègues généralistes qui orientent dès la première consultation. Moi, je pense qu'il faut profiter du fait qu'on a une certaine place
par rapport au patient, une certaine estime que le patient a envers nous. Et donc, ça veut dire qu'il faut prendre le temps de l'évaluation et ensuite, effectivement, il peut y avoir besoin d'orienter, mais c'est une orientation qui sera construite. Voilà, pour pas donner l'impression au patient que on se débarrasse de lui, parce que qu'il ait l'impression d'être ballotté entre les soignants, entre les structures, parce que ça, ce serait vraiment la pire des choses. Hein, donc, une orientation, ça doit être compris comme quelque chose de positif, quelque chose qui va l'amener à être mieux accompagné, de manière plus adaptée à sa situation, mais surtout pas comme un moyen de se débarrasser de lui. Et là aussi, si on l'oriente vers une structure, là aussi le lien se travaille. C'est pas simplement on vous fait une lettre et puis vous téléphonez. Ça peut être, c'est souvent nécessaire, le fait que le médecin généraliste appelle la structure. Déjà pour informer de la situation, il appelle un collègue médecin, il vérifie la possibilité d'accueillir de nouveaux patients, parce que aujourd'hui, vu les difficultés d'accueil de grand nombre de XAPA qui ne peuvent plus accueillir de nouveaux patients, c'est pas la peine de faire subir aux patients le parcours du combattant de 36 appels de XAPA avant de tomber sur un qui accepte de nouveaux patients. On peut lui économiser ça en passant quand même des coups de fil à nos XAPA correspondants. La suivante. Voilà, alors je voulais dire un mot sur ce fameux RPIB, repérage précoce et intervention brève, parce que pour moi, c'est pas exactement la même chose que l'intervention précoce dont j'ai parlé. Parce que le RPIB, bon, a des avantages. Il a l'avantage notamment de parler de l'alcool en entretien, comme d'autres sujets qui impactent la santé, bon, le stress, le sommeil, le poids et l'exercice physique notamment. Mais il a aussi des limites qui, à mon avis, le rendent quand même peu efficient en termes de réduction des risques, parce que l'évaluation liée au RPIB est comme souvent quantitative. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'est pas suffisant pour apprécier la situation. Il faut vraiment parler de la manière de boire, des fonctions positives de l'alcool pour le patient. Et donc tout ça, c'est pas inclus dans le RPIB. Le RPIB est souvent associé aussi à un objectif prédéfini d'une réduction de la consommation. Qui en fait revient d'une certaine manière à en faire un nouveau dogme, un petit peu comme celui de l'abstinence, et qui à mon avis n'est pas pertinent dans l'intervention précoce. Et puis, il incite quand même, de manière générale, à orienter précocement les personnes dépendantes vers des structures spécialisées, alors que, je le disais tout à l'heure, les généralistes ont un rôle majeur à jouer dans l'accompagnement et la sécurisation des consommations. Donc, pour une bonne part de situations, je pense que le RPIB n'est pas opérant. La suivante. Encore deux Donc, petites du point de vue minutes. de la Encore deux campagne, petites minutes, ouais, très Xavier. bien, là je termine. Par rapport à la campagne, un mois sans alcool, donc c'est intéressant parce que comme ça a été dit tout à l'heure dans l'enquête de Louis Ferdinand, il y a un écho grandissant en France, la campagne de Reich-Chanery, depuis 2020, ça mobilise comme des millions de personnes voilà, qui souhaitent s'interroger sur leur consommation d'alcool et faire une pause après les fêtes de fin d'année. Donc tout ça, c'est un contexte qui est favorisant, qui est intéressant. Il y a la couverture médiatique aussi et sur les réseaux sociaux. Donc je pense que si le généraliste a l'occasion d'en parler en amont de la campagne, en consultation avec le patient, c'est quelque chose qui peut intéressant, qui peut être intéressant. En tout cas, il faut recueillir son point de vue et son expérience pour l'intégrer au processus d'accompagnement. Mais la suivante, Pauline, s'il vous plaît. Je pense que ce ne sera pas probant ou efficace pour tous les patients. Et en particulier, il faudrait pas non plus tomber là aussi dans le normatif en présentant un peu cet arrêt de l'alcool comme une espèce d'idéal qui serait le seul moyen de réfléchir à ces usages, parce que ça pourrait renforcer le stigmate en fait chez certaines personnes en difficulté avec leur consommation, qui en fait bon, n'ont pas besoin de cette période d'arrêt pour être conscients de leurs difficultés. De la même manière, on peut s'interroger sur sa manière de boire sans forcément s'arrêter complètement pendant un mois. Et puis pour les personnes dépendantes, c'est quand même, ça peut être considéré en fait comme le fait de se priver d'un mieux-être qui est ressenti comme nécessaire avec la consommation. Donc là, le dry January pourrait être finalement être contradictoire, être contre-productif.
et surtout ne pas mettre les patients dépendants en danger et en manque avec la souffrance cérébrale. En conclusion, euh, donc le généraliste a un rôle et une place tout à fait essentielle pour le repérage, l'intervention précoce hein, en cas de consommation d'alcool, mais ça n'est pas automatique. Ça suppose vraiment pour le généraliste d'être disponible à l'écoute, de déconstruire les représentations stigmatisantes qui visent les personnes qui ont un usage à risque de l'alcool, de libérer la parole sur les effets positifs de l'alcool, de prendre le temps de l'évaluation et d'inscrire l'accompagnement dans la durée. Et la préparation du dry January peut être effectivement peut être favorable pour aider le patient à pouvoir progresser, mais cette préparation ne doit pas mettre en difficulté les personnes dépendantes. Donc c'est à apprécier au cas par cas. Et dernier point, je l'ai dit tout à l'heure, ne pas vouloir orienter trop rapidement les personnes vers le dispositif spécialisé. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci en tout cas pour cette présentation assez structurée et intéressante, je pense, du point de vue de l'intervenant en médecine générale. On va passer au dernier exposé et puis à vos questions, vous pouvez déjà les mettre dans le chat et on aura un petit peu plus de temps, donc n'hésitez pas. Donc c'est Manon qui va clôturer les présentations. Euh, je recherche, voilà, donc elle va nous faire une intervention autour des outils de diagnostic. Manon Dub est médecin généraliste spécialisé en alcoolologie à Bruxelles. Je te passe la main. Manon, c'est à toi. Merci. Alors, c'est à Arlon, mais c'est en Belgique, tout à fait. Alors, désolé, moi, je vais juste remettre ma vidéo parce que j'ai un petit souci d'environnement. Donc, voilà. Je la remettrai après. Alors, on va faire en mode plein écran. Voilà. Donc, moi, je vais vous présenter les outils diagnostiques de la consommation d'alcool qui peuvent être une aide à la fois pour dépister, évaluer ou orienter vers une prise en charge plus adaptée. Et je vous rappelle encore une fois qu'un repérage précoce, c'est vraiment important, c'est un enjeu majeur pour le patient, mais aussi pour la santé publique. Et comme le disait Dr Actine, en tant que médecin généraliste, on est en première ligne. Et donc, je ne vais pas refaire, mais effectivement, pour moi, le plus important, c'est d'oser aborder le sujet en consultation. Je ne vais pas reprendre ce qu'il a dit, évidemment, mais c'est vraiment important d'en parler. Et donc, on peut en parler vraiment de manière systématique, hein, comme il le disait, soit lors d'une première consultation, quand le patient vient éventuellement, en termes de dépistage systématique, hein, comme à la suite du tabac. Le but, c'est vraiment de poser la question de manière non stigmatisée et vraiment avec bienveillance. Et on peut aussi utiliser la tournée minérale et le mois qui la précède, comme il le disait, parce que c'est vraiment une bonne occasion pour évaluer ou réévaluer effectivement leur consommation, parce que justement, c'est bien médiatisé, on en parle sur les réseaux sociaux et c'est plus facile. Et éventuellement, ça peut amener, on va dire, le patient à réaliser cette tournée minérale. On peut également en parler de manière opportuniste, hein, avec des pathologies duelles, comme il le disait, le diabète, l'hypertension, des chutes à répétition, des troubles de l'humeur. Ça peut être intéressant d'en discuter, ou quand un patient vient éventuellement avec une prise de sang, un examen complémentaire ou des marqueurs en lien avec l'alcool peut y être. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Il l'a bien dit, hein, donc tout ce qui est grossesse et contraception peut être aussi un levier pour en parler en discussion, et tout ce qui est changement de statut psychosocial, donc la perte d'un emploi, un problème au niveau du permis de conduire, une séparation. Et comment intervenir, il l'a bien dit, méthode du repérage précoce et d'intervention brève. Donc, c'est vraiment 3 à 5 minutes, parce que des fois, on n'a pas forcément le temps en consultation d'aborder ce sujet, mais des fois, simplement poser la question et discuter, informer le patient sur sa consommation et les goûter, ça permet vraiment à viser l'alliance thérapeutique et éventuellement inciter le patient vers un changement de ses habitudes. Ce qui est important aussi, c'est de réaliser un bilan somatique parce que cela permet éventuellement de repérer l'impact physique de leur consommation d'alcool. Et si on veut le référer, comme il disait, vers un spécialiste en addictologie ou un autre spécialiste comme les gastro-entérologues, ça permet d'accélérer la prise en charge. Je vous ai remis ici les repères
pour limiter les risques et éventuellement les unités standards qui permettent des fois éventuellement de discuter avec le patient de sa consommation, éventuellement qui conscientise aussi sa consommation à ce niveau-là. Ici également, 5 questions d'évaluation simples. Donc, comme on disait, buvez-vous des boissons alcoolisées, puis éventuellement demander ce qu'il boit. Et aussi, ça permet d'évaluer un peu les risques de la consommation. Donc, s'il boit seul, s'il boit quand il n'est pas bien, s'il trouve éventuellement un soulagement, à un mal-être, ou s'il boit plus qu'il ne pourrait. On peut éventuellement demander au patient de faire aussi un calendrier de consommation, c'est-à-dire que par exemple sur une semaine, éventuellement, des fois un peu plus longtemps, il peut à chaque fois noter ce qu'il consomme, dans quel contexte, ce qu'il a ressenti, et éventuellement des alternatives qu'il pourrait mettre en place à la place de consommer. Et comme je le disais, en termes d'outils de dépistage, donc il y a les questionnaires. J'ai remis ici ceux qui sont généralement le plus utilisés. Il faut savoir que tous ces questionnaires ne permettent pas de poser un diagnostic, mais signalent un problème potentiel. Et donc généralement, en médecine générale, on a tendance à utiliser les questionnaires courts, car ils sont plus pratiques et plus rapides à utiliser. Vous voyez le questionnaire CAGE ici en bas à droite. Lui, il est composé de 4 questions courtes où l'on répond par oui ou non. Et s'il y a 2 réponses, voire plus de positives, on peut suspecter un trouble de la consommation de l'alcool. Et donc l'audit C, ça M. Lespine en a déjà parlé, c'est la version courte de l'audit 10. Lui, il traite vraiment de la consommation à risque. Et donc c'est les 3 premières questions de l'audit 10. Ça parle sur les 12 derniers mois de la consommation d'alcool. C'est aussi un questionnaire d'auto-évaluation. Et donc ça permet d'autonomiser le patient et de produire une réponse personnelle plus proche de la réalité. Et donc, soit, par exemple, on peut le donner en consultation et le patient va répondre chez lui et à la prochaine, éventuellement, nous le ramener. Et donc, plus le score est haut et plus le risque pour la santé et la sécurité augmente. Un score au-delà de 4 pour l'homme et 3 pour la femme est considéré comme un repérage positif. Le FACE, ici en haut à gauche, c'est comme sur l'audit C, il repose sur 12 derniers mois. Il contient 2 items de l'audit et 3 du CAGE. Et ici en dessous, vous voyez effectivement les repères d'interprétation. Le FACE, je l'ai mis juste ici pour information. Il est plus utilisé chez les anglo-saxons et généralement, c'est plus dans les services d'urgence. Puis, il y a les outils de dépistage plus complets, donc les questionnaires un peu plus longs. Donc, il y a l'audit 10. Donc, Monsieur Lespine en a aussi parlé. Donc, c'est le questionnaire de référence pour repérer les consommations à risque, nocives et les dépendances. Ça repose sur 12 mois précédents. Donc, les 3 premières sont celles de l'audit C. Les 4 à 6 questions, ça parle surtout de la dépendance à l'alcool et les 7 à 10 des problèmes liés à l'alcool. Un score entre 7 et 12 pour l'homme et 6 et 12 pour la femme révèle une consommation à risque. Au-delà de 12, c'est plutôt une dépendance. Le MASH, je vous l'ai mis ici juste par référence. Il est ancien et plus long, mais il peut être intéressant parce que ça parle des conséquences du problème d'alcool et surtout des représentations du patient face à son problème. Donc, des fois, ça peut être intéressant d'avoir l'avis du patient sur sa consommation. Et je vous ai remis ici, je pense que vous le connaissez tous, c'est le DSM-5. Donc, lui, c'est l'outil clinique d'évaluation. Donc, c'est 11 critères regroupés en différentes catégories. Et vous avez ici toutes les petites questions. Donc, en fonction de la sévérité, le trouble de l'usage est plus sévère aussi. Et on arrive aux outils biologiques. Donc, les outils biologiques ici sont importants notamment pour 5 raisons. Ils sont à la fois des aides de dépistage. Ça permet aussi d'oser d'aborder le sujet en consultation, mais de suivre également la consommation d'alcool du patient. Ça rentre dans le cadre du bilan somatique, mais ça peut être aussi un levier éventuellement pour que le patient aille vers une attitude de traitement ou une modification de ses habitudes. Donc, les marqueurs traditionnels principaux ici, ce sont des marqueurs qui sont indirects. Donc, ça veut dire qu'ils sont liés à des modifications métaboliques ou biochimiques et sont donc avant tout des marqueurs de la consommation chronique. Ils sont sensibles, mais malheureusement peu spécifiques. Donc, si on a une hépatite, une obésité ou d'autres événements comme la prise de substances hépatotoxiques, ils peuvent augmenter. Et généralement, par exemple, les gamma-GT, il faut au moins 4 à 5 verres par jour pour que ça augmente et généralement 4 semaines de consommation pour avoir une augmentation significative. Plus ou moins la même chose pour la macrocytose. Au niveau des transaminases, même si ça montre un indicateur de souffrance hépatique, on regarde surtout l'ALAT qui est présent essentiellement au niveau hépatique, l'azat étant dans le muscle et dans le cœur. Puis il y a les marqueurs plus spécifiques ici. Donc il y a les CDT. Celui-là, on l'utilisait souvent en termes de suivi judiciaire. On l'utilise moins maintenant parce que c'est surtout lors d'une consommation chronique et excessive. Vous pouvez voir 50 à 80 grammes par jour pendant 2 semaines pour que ça augmente.
par rapport au PETH, qui lui est un marqueur biologique direct. Donc, il se détecte rapidement dans le sang et peut rester 2 à 3 semaines après la dernière consommation. Et donc, ça permet vraiment de détecter même une consommation modérée récente. Et donc, c'est intéressant pour suivre les consommations, mettre en évidence une rapide modification des habitudes de nos patients, de suivre éventuellement également un sevrage. Je vous ai remis aussi le TG et le TS, donc ça, on les retrouve à la fois dans le sang, on l'utilise peu parce qu'il reste 12 heures, dans les urines où ça reste 2 à 3 jours, et au niveau des cheveux, dans les 90 jours. Ils sont très sensibles. Maintenant, c'est surtout utilisé dans les situations de tolérance zéro et dans le respect du sevrage, donc cela plutôt dans les suivis judiciaires. Et on passe aux examens complémentaires. Donc, ce sont aussi des bons outils qui ont un peu les mêmes fonctions que les outils biologiques. Et ils sont tous non invasifs et donc reproductibles. Et dans le cadre du bilan somatique, ils permettent de détecter précocement une atteinte hépatique liée à l'alcool, notamment la fibrose, et éventuellement limiter la progression vers une cirrhose et ses complications. Et ça permet également de motiver éventuellement le patient à changer son comportement vis-à-vis de l'alcool. Donc, c'est surtout l'échographie et le FIB4 qu'on utilise en première ligne et sont des bons outils de dépistage pour orienter vers d'autres examens complémentaires comme le fibrotest ou le fibroscan. Et l'échographie, comme vous pouvez le voir ici, ça détecte notamment une stéatose hépatique, voire une fibrose, une splénomégalie, de l'acide, mais par contre, ça ne peut pas quantifier cette fibrose ici. Et ça permet également de détecter s'il n'y a pas une tumeur hépatocellulaire. Attention toutefois qu'au stade précoce, ce n'est pas très sensible. Et on peut utiliser le FIB4. Le FIB4 ici pardon, estime le score de la fibrose grâce à des marqueurs biologiques de base. Donc, c'est assez facile à réaliser en pratique. Donc, si le score est bas, cela peut exclure une fibrose significative, tandis qu'un score élevé suggère une fibrose avancée et nécessite la réalisation d'autres examens. C'est notamment intéressant chez les patients chez qui vous voyez qu'il y a une stéatose hépatique à l'échographie. Donc, attention simplement que l'interprétation doit se faire de manière prudente, notamment chez les personnes âgées, ou s'il y a une cytolyse ou une thrombopénie non liée à la consommation d'alcool, parce que ça risque de surestimer ce score. Et puis, il y a le fibrotest et le fibroscan. Donc, ce sont deux examens complémentaires qui permettent de stadifier le grade de la fibrose. Par rapport au fibrotest, il utilise également des marqueurs sanguins, mais un peu plus spécifiques. Toujours attention à l'interprétation prudente, il y a des anomalies biologiques associées, mais aussi s'il y a une consommation active d'alcool qui entraîne un état pro-inflammatoire. Généralement, on conseille de faire un arrêt d'alcool pendant 1 mois avant la réalisation de ces examens, mais sincèrement, en pratique ou en clinique, c'est pas très faisable, la majoritairement des cas. Donc voilà, et finalement, pour finir, l'utilisation en pratique, je trouve qu'en médecine générale, comme le disait Dr Atkin, c'est qu'on est vraiment l'acteur principal pour discuter, dialoguer avec nos patients, les informer sur leur consommation d'alcool. On peut utiliser effectivement les pathologies intercurrentes pour en parler, pas hésiter à faire un bilan somatique, utiliser les marqueurs biologiques ou les examens complémentaires aussi pour dépister tout ça ou en discuter avec nos patients. On peut utiliser les questionnaires. Maintenant, c'est souvent plus au niveau anglo-saxon qu'on les utilise, mais des fois, ça permet d'être un bon outil. Donc voilà, ça c'est hyper important. L'audit 5, DSM, l'audit 10, pardon, et le DSM-5, on l'utilise un peu moins parce que c'est un petit peu plus long. Tout ce qui est marqueur spécifique, c'est plutôt dans les cadres de suivi de justice, mais c'est important de combiner questionnaire, clinique, biologie, les examens complémentaires et la discussion parce qu'effectivement, aucun outil n'est parfait. C'est vraiment la complémentarité qui est indispensable et les outils doivent toujours être complétés par un réel dialogue entre le professionnel et le patient. Et c'est sans vous rappeler qu'un repérage précoce permet vraiment de prévenir les complications médicales, psychologiques, sociales. Voilà, merci. Merci. Merci Manon pour ces précisions sur ces différents outils. Oh, écoute, puisqu'il y a une question dans le chat qui est plutôt à ton attention, avant que je te donne la main pour répondre aux différentes questions, je te lis cette réflexion et peut-être que tu peux y réagir. Pour les personnes très attachées aux bénéfices que leur procure l'alcool, le DJ apparaît comme une injonction à l'arrêt qui serait une norme à laquelle ces personnes ne peuvent pas se conformer. C'est risqué de les mettre en échec.
La réflexion de chaque personne usagère sur ses consommations et la prise de conscience des risques ne nécessite pas d'arrêt obligatoirement et peut se faire dans un maintien des consommations dans un premier temps. Les contraintes, les injonctions au changement et les mesures sociales d'interdit majorent les risques car entraînent souvent des consommations cachées, plus rapides et plus intenses, ainsi qu'une exposition au manque source de souffrance. Et puis, un avis personnel sur les outils que tu viens de présenter, le CDT et le PET semblent plutôt des outils de flicage que d'accompagnement dans une relation d'aide. Voilà, Ah oui, peut-être que tu peux je suis tout à réagir à fait d'accord, cette... hein, je les ai mis ici. Ah, pardon. Tu disais? Oui, oui, vas-y, je t'invite. Voilà, tu peux répondre. Non, moi je suis tout à fait d'accord, hein. Comme je disais, c'est vraiment plutôt en médecine légale, en suivi judiciaire qu'on utilise ces outils-là. Moi, je les ai surtout remis parce que parfois en clinique, on peut avoir affaire à des suivis de justice et ainsi de suite. Donc, je trouve que c'est important quand même de savoir leur utilisation et leur compréhension. Maintenant, en pratique, c'est vrai que moi, c'est rare dans l'accompagnement et dans le suivi de mes patients. J'utilise ces marqueurs-là. Je les ai juste remis ici parce que, voilà, comme je vous dis, dans les suivis judiciaires, on peut y être confronté, hein. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est intéressant. Et voilà, mais c'est sûr pour l'accompagnement et comme je vous dis, la bonne collaboration avec le patient, c'est pas vraiment ces outils-là et c'est plutôt dans le suivi judiciaire qu'on les utilise. Donc voilà. Et je Merci vois que Manon pour ça. Mais voilà, tu vois le chat, peut-être que tu peux prendre la oui, main là maintenant. voilà, je remets ma vidéo parce que je fais de va-et-vient derrière. Alors, effectivement, le coût du PETH n'est pas négligeable. Ben, justement, c'est ça le problème, notamment quand les gens doivent venir tous les 3 mois faire un suivi de justice. Donc voilà, et comme je vous ai dit, c'est franchement pas à utiliser en pratique. Moi, je l'ai juste remis ici pour que si jamais vous êtes confronté à un suivi de justice, vous savez un petit peu les sensibilités de ces examens-là. Martin de Duve, donc effectivement, en Belgique, malheureusement, on ne sait plus faire l'azat et la latte sur une même prise de sang parce que maintenant, il n'y en a qu'un des deux qui est remboursé. Je vous avoue que je ne sais pas trop. Peut-être, docteur Aktkim, vous saurez me dire si c'est pareil en France. Mais en Belgique, ils sont de plus en plus en train de réduire les conditions de remboursement. Et donc, malheureusement, bah, des fois, il faut faire une prise de sang avec l'azat, une prise de sang avec la latte chez nos patients pour qu'ils soient remboursés complètement. Mais on ne sait pas faire les deux en même temps. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Voilà, Euh, voilà. Je pense que Xavier Kning peut répondre. Son micro est de nouveau branché. Oui, oui, si, mais par rapport à ce que vous évoquiez, Manon, en France, non, il y a des tas de difficultés pour l'accès aux médicaments parce que il y a de plus en plus de médicaments qui sont déremboursés. En revanche, Mhm. pour les actes biologiques, en termes de bilan hépatique, on n'est pas limité dans les prescriptions. Il y a une prise en charge par l'assurance maladie. Mais pour le moment, parce que on peut avoir effectivement des choses qui évoluent, mais on n'est pas trop limité. Il y a en termes de marqueurs de fibrose, en revanche, donc le FIB4 est pris en charge par l'assurance maladie. Par contre, le fibroscan, c'est un appareil qui est coûteux pour pouvoir Mhm. mesurer le taux, le degré de fibrose et d'adiposité du foie. Et ça, en médecine de ville, c'est compliqué parce que souvent, il y a un certain nombre de XAPA qui en disposent et les services des pathologies. En revanche, en ville, c'est plus difficile d'avoir accès au fibroscan. Oui, tout à fait. Chez nous aussi, c'est généralement les gastro-entérologues. Et d'ailleurs, j'ai une question pour vous, justement de Célestine. Existe-t-il une phrase clé pour questionner la personne que l'on repère si elle veut tenter une pause d'alcool? Comment lui dire? Comme ça, vous pouvez l'exprimer devant tout le monde si tout le monde n'a pas accès au chat. Oui, je trouvais que c'était bien de lui demander dans un premier temps pour quelles raisons, effectivement, quels bénéfices elle escompte avec le fait de faire une pause alcool pendant un mois. Voilà, pour que on soit bien d'accord sur les objectifs, de ne pas se précipiter tout de suite vers la réalisation de cette pause, et puis surtout se montrer disponible, c'est-à-dire lui faire entendre que il y aura des moments pas faciles et que donc le médecin généraliste se propose de l'accompagner dans cette période qui n'est pas évidente.
Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres questions par hasard, Pascal? Oui, il y avait une question à Louis-Ferdinand Lespine concernant les données. Tu veux que je la lise ou tu la Oui, tu vois, tu la peux. repères? Voilà. La personne dit qu'il y a des données qui l'ont surpris, notamment sur la surreprésentation des personnes avec une consommation à risque, voire excessive dans le mois sans alcool. Elle demande si ça le surprend également et si on peut l'expliquer. Euh, cette surreprésentation, au fond, des personnes qui participent aux pauses alcool, des personnes à consommation excessive. Euh, Bah, ça n'a pas été vraiment une surprise en fait en réalité, c'était même plutôt attendu. Pour une raison simple, c'est que cette étude, elle s'est construite bien sûr sur base de la littérature scientifique qui montre de manière consistante que les participants ont tendance à être des plus gros consommateurs ou des consommateurs à risque au regard des outils utilisés. Donc c'était attendu et à vrai dire, je pense que c'est assez en tout cas, on comprend pourquoi, parce que finalement, on a affaire à des personnes qui sont à la fois préoccupées par leur santé et en même temps qui, de par leur consommation qu'ils jugent eux-mêmes excessive ou qui est excessive au regard, encore une fois, des outils classiques, ben, perçoivent ou commencent à percevoir potentiellement des conséquences négatives associées à cette consommation. Et on comprend du coup que ces personnes soient effectivement peut-être plus incitées, plus attirées cette campagne qui par définition, invite ou reflète une opportunité de interroger, faire le point, tester son rapport à l'alcool avec dans l'idée de reprendre une certaine forme de contrôle sur sa consommation que certains auraient peut-être perdu ou qu'ils jugent peut-être avoir perdu. Et donc finalement, c'est pas étonnant de voir que les consommateurs excessifs sont surreprésentés parmi les participants. Ils sont plus attirés par ce défi, euh, possiblement à cause de cette dissonance entre d'un côté des préoccupations liées à la santé et de l'autre, eh ben, une consommation qui peut-être commence à avoir des conséquences négatives chez eux. Oui, merci. Moi, j'ai une question. Je, je vais la poser à Xavier Acklin. En fait, je suis sensible aux arguments à avancer concernant ne pas se précipiter à provoquer du changement et de trouver dans la réduction des risques une manière d'aborder la consommation problématique, voilà, je veux dire, sans doute plus empathique et plus respectueuse, mais ça va vraiment à contre-courant, quelque part, de ce que l'on entend en général dans la médecine plutôt classique, où l'abstinence reste quand même le modèle dominant. Et donc, voilà, je me dis, mais comment peut-on favoriser cette posture? Oui, oui, vous avez entièrement raison. Il y a vraiment une question de culture et de représentation chez le généraliste. Et ne nous cachons pas le fait que en France, le modèle de l'abstinence est encore dominant. Il y a quand même des voix qui s'élèvent. Et il y a les productions écrites du collectif Modus Vivendi qui quand même commencent maintenant à être reconnues. À provoquer des discussions dans les colloques, les congrès d'addictologie. Et la notion de réduction des risques alcool a quand même été maintenant conceptualisée. Donc les professionnels peuvent réfléchir à partir de ça. Mais c'est vrai que je suis surpris moi-même de participer encore à des colloques d'addictologie où certains professionnels n'ont jamais entendu parler de réduction des risques alcool. Donc ça tombe bien parce qu'à chaque fois, c'est l'occasion de le découvrir. Ben, il y avait eu, par exemple, je me souviens, la journée hépatite qui a été organisée par la Fédération Addiction il y a 2 ans. Il y a des professionnels qui étaient présents, qui entendaient parler de ça pour la première fois. Bon, donc ça prouve qu'il y a encore un gros travail à faire pour faire connaître cela, pour faire réfléchir. Mais souvent, quand les professionnels en entendent parler, ils sont quand même ravis qu'on puisse prendre les choses autrement
parce que ils ont eux-mêmes essuyé moult échecs avec les patients, de sevrage post-cure, de rechute, etc. Et donc, c'est une autre manière d'aborder les choses, peut-être plus pragmatique, plus empathique, plus constructive. Et donc, souvent, les professionnels sont enclins quand même à s'engager dans ce domaine. Si je peux me permettre, Pascal, Oui, oui, vas-y, vas-y. je trouve que ce que Xavier vient de dire est effectivement très important par rapport aux généralistes et je pense que c'est très révélateur de beaucoup de généralistes qui ne prennent pas forcément en compte les consommations d'alcool et la problématique d'arrière-plan. Je voulais revenir sur la surreprésentation des consommateurs par rapport aux mois sans alcool. Je pense que c'est aussi un moyen pour eux de renvoyer un message à leurs proches et de leur dire, mais tu vois, voilà, je fais des efforts, regarde, je participe au mois sans alcool, en sachant qu'en arrière-plan, quand on est en première ligne et qu'on est un intervenant de terrain, ben, on sait très bien qu'il y a quand même des consommations. Mais ils s'inscrivent déjà dans une démarche et ça veut dire qu'ils ont effectivement cette réflexion de dire, mais ça me pose des problèmes, que ce soit pour ma santé, au niveau familial, et donc je vais peut-être essayer. Et je pense que là, il faut regarder les choses de manière concrète et pas avoir un regard critique. C'est de dire, l'important, c'est qu'ils se soient inscrits et qu'ils amorcent la démarche. Maintenant, s'ils boivent tous les 2 jours, malgré tout, je pense qu'il y a quand même des risques physiologiques qu'on a ressoulignés, qui sont là et qu'il faut pas oublier. Mais l'important, c'est qu'ils amorcent quelque chose. Mm. Oui, ça les permet aussi en soi qu'ils se sentent aussi plus compris hein, dans la démarche de réduction des risques qu'aller vers une abstinence. À ce niveau-là, comme il disait, il faut laisser aussi le choix du patient et aller à son rythme pour que, entre guillemets, il arrive au bout de ce qu'il veut, hein, dans ce monde. Oui, tout à fait. Et il y a Monsieur Jean Lévy qui a dit l'approche de réduction des risques d'alcool n'empêche pas une évolution vers le choix de l'abstinence, renoncement aux bénéfices et fonctions de l'alcool avec un préalable de sécurisation, trouver le bon rythme et les bonnes quantités qui assurent les effets désirés tout en limitant les effets indésirables. Associer une bonne hydratation et un grignotage, consommer dans un lieu sécur et avec des personnes ressources, proscrire la conduite auto, l'évaluation des bénéfices auxquels on peut renoncer ou pas et des risques et dommages qui seraient acceptables ou pas pour faire un choix éclairé. Donc, il remet le guide pratique de la RDR alcool à l'usage des médecins généralistes par le modus Bidendi. Voilà, si vous voulez commenter à ce niveau-là. Oui, je pense que c'est très intéressant de faire partager ce guide aux participants à ce webinaire parce que je pense que tout le monde n'avait pas forcément ce niveau de connaissance, donc je pense que c'est très important. Et effectivement, comme le souligne Jean, il n'y a pas d'antinomie entre la démarche de réduction des risques d'alcool et la construction d'un processus de changement qui peut amener à l'arrêt de l'alcool. La seule chose, c'est que il faut être bien prendre en compte tous les éléments sur les bénéfices de l'alcool, avoir des étapes préalables de réduction des risques, mais les Mhm, deux ne sont pas du tout antinomiques, hein, tout à fait. tout à fait, oui. Est-ce qu'il y a encore des commentaires ou des questions? Il reste encore 5 petites minutes, je pense, même pas. Moi, j'aimerais juste rajouter quelque chose aussi. J'aimerais aussi souligner, pour revenir à ce mois sans alcool, ou en tout cas à ces différentes campagnes, que je pense que l'engouement croissant qu'on observe dans différents pays reflète aussi peut-être une volonté dans la population générale de vouloir lever un tabou qui est précisément la remise en question de la consommation d'alcool, puisque enfin, il y a dans les motivations des personnes, dans la participation à ce type de défi, non seulement les aspects liés à la santé, mais aussi des aspects qui est liés à la pression sociale, à la consommation. C'est très présent en population générale. Et je pense que le Dry January et ce type de campagne est aussi une opportunité de faire quelque chose qu'on a rarement fait. Je pense que c'est pour ça aussi que c'est un dispositif très intéressant, qui est précisément de pouvoir parler de l'alcool différemment et notamment de remettre en question son usage qui s'inscrit par définition souvent dans des rapports sociaux, dans des normes sociales très prégnantes, parfois même encouragées. Et je pense qu'il y a aussi cet aspect-là qui est reflété dans l'engouement en termes de participation. Et voilà, je voulais juste souligner cet aspect-là aussi. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une question? Parce qu'on va devoir bientôt clôturer.
ou une autre intervention? Non? Bah, je pense qu'on va pouvoir alors clôturer, hein, Pascal, je pense. Ah, Monsieur de Duve nous envoie aussi le site au niveau de la Haute Autorité de Santé, un guide pour agir en premier recours pour diminuer le risque d'alcool. Pascal, je ne sais pas si tu parles, mais on t'entend pas. Ah, pardon. J'ai Voilà. cru que j'étais... Oui, donc on a des références qui nous sont communiquées. Je disais à Célestine qu'elles sont peut-être déjà dans les ressources que nous avons collectées et que nous allons vous adresser. Si ce n'est pas le cas, peut-être Célestine en faire un copier-coller pour qu'on puisse les garder et les ajouter à nos ressources. En tout cas, voilà, merci à toutes et tous pour votre présence. Nous espérons que ce webinaire international vous aura apporté matière à réflexion et surtout à action. N'oubliez pas de nous retourner l'évaluation que vous allez recevoir et les ressources que vous allez recevoir également, voire de les compléter et de nous les réadresser si vous les complétez. Ça pourra être un outil dynamique que l'on pourra s'échanger par la suite. Merci à tous les intervenants pour leur partage d'expérience. C'était parfois un peu court, mais très intéressant. Et merci à tous les organisateurs de ce webinaire, à Célestine également du GREA, qui est un peu la cheville ouvrière de ce webinaire. Merci à toutes et tous. À bientôt. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir. Au Merci. revoir, à bientôt. Merci, au revoir, merci Merci, au beaucoup. revoir. Au revoir. Au revoir.